Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour ce deuxième temps de la série de conférences organisées autour de l'exposition Tintoret, naissance d'un génie, qui se tient au Musée du Luxembourg jusqu'au 1er juillet, que je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu, évidemment, à aller voir au plus vite. Alors, il aurait été dommage d'évoquer Tintoret, sa jeunesse, son ambition dévorante et assez géniale, sans se référer aux belles pages que Jean-Paul Sartre a écrites sur lui. Ces pages, elles sont nombreuses, mais elles sont aussi un petit peu disséminées finalement dans l'œuvre de l'écrivain et philosophe. Et pour nous retrouver, pour nous frayer un chemin et nous familiariser ou retrouver ces beaux passages d'écriture, qui de mieux placé que Heiner Wittmann, qui est un sartrien depuis son plus jeune âge. Il a soutenu une thèse sur l'esthétique de Sartre. Il fait partie de plusieurs sociétés d'études sartriennes, dont le groupe d'études sartriennes, et puis d'autres sociétés en Allemagne. Il a évidemment publié un certain nombre d'articles importants sur ces questions. Et c'est aussi l'auteur d'un blog très fourni, en particulier pour ceux qui parlent allemand, mais on a toutes sortes d'articles, et voilà, aussi en français, et sur la vie culturelle française et la vie politique française. Ce blog, vous le retrouverez, il s'intitule France-blog.info. 3000 articles depuis 2006. Voilà, France-blog.info. Et je vous invite évidemment à le regarder. Voilà, et donc, Monsieur Wittmann, je vous laisse la parole. Merci encore. Merci bien. Alors, tout d'abord, je vous remercie de l'invitation et merci de cette présentation. Mesdames, Messieurs, quel rapport peut-il y avoir entre le philosophe Jean-Paul Sartre et le peintre vénitien Jacques Bourbousti, dit le Tintoret? On distingue habituellement deux massifs dans l'œuvre de Sartre. Dans ses écrits philosophiques, il fonde l'existentialisme avec son mot bien connu, l'existence précède l'essence. En 1943, sous l'occupation, son œuvre philosophique sur la liberté humaine, L'être et le néant, essai d'ontologie phénoménologique, paraît chez Gallimard. La critique de la raison dialectique paraît en 1960. En 1938, il devient connu par le succès de son roman La nausée, son œuvre littéraire par laquelle il se fait connaître, avec Le mur et la nausée, dans les années 30, et qui comprend aussi la trilogie Le chemin de la liberté et ses pièces de théâtre, en constitue la deuxième partie. Il y a cependant une troisième partie, aussi riche et variée que les deux autres, qui rassemble tous ses écrits sur l'art et les artistes. En 1964, il explique dans son autobiographie Les mots comment lui, ou tout autre, devient un écrivain. La question est également centrale dans son étude sur Gustave Flaubert, L'idiot de la famille, la vie de Gustave Flaubert de 1921 à 1957, somme de 2080 pages, excusez-moi, de 2800 pages, 2800 pages, en 3 tomes parus entre 1970 et 1972. C'était son étude la plus longue, mais ce n'est pas la seule qu'il ait consacrée à des artistes. Écrivain, poète, peintre, sculpteur ou musicien. Citons son étude sur Baudelaire. Sa préface aux œuvres complètes de Jean Genet, de 1951. Saint-Genet, comédien et martyr, qui constitue le premier tome de celle-ci, et beaucoup d'autres études sur des artistes, souvent sous forme de préfaces plus ou moins longues, comme pour Alexander Calder, Alberto Giacometti, Waltz, de son vrai nom Alfred Otto Wolfgang Schulze, André Masson, Robert Laboujade, René Leibowitz. Évoquant aussi Sigmund Freud, même si ce n'est pas tout à fait un artiste, mais dont il a analysé l'œuvre et la vie dans le scénario du film de John Huston, le scénario Freud, publié à titre posthume en 1984. En 1978, Michel Sicard, qui regrette de ne pas être ici ce soir, demandait à Sartre quel était son projet avec ses études d'artiste. Certainement de contribuer à un ensemble de thèses sur la peinture, répondait Sartre, tenter de décrire à la fois ce qu'était un peintre et ce qu'était un tableau, de manière à former une partie d'ensemble qui aurait été l'esthétique.
Cette esthétique, il ne l'a pas formulée expressément. Et elle peut être reconstruite à la lumière des relations qu'entretiennent ses œuvres philosophiques et ses études sur les artistes. Cette esthétique se fonde sur la liberté humaine, sur la critique de la psychanalyse, sur la critique de la dialectique et sa critique du marxisme et sur sa théorie littéraire qu'il a présentée en 1947 dans Qu'est-ce que la littérature ? Une œuvre littéraire née, c'est sa thèse principale, qui a renouvelé la théorie de la réception si et seulement si l'auteur et le lecteur travaillent ensemble. Ne passons pas cette notion de liberté sous silence. Elle est au centre de l'esthétique de Sartre. Ses textes sur les artistes rappellent son portrait d'intellectuel issu de conférences au Japon et paru sous le titre « Plaidoyer pour les intellectuels ». Son indépendance sans contrainte est la condition de son succès et de celui sur son public, expliquait Sartre. Parmi les artistes dont il analysait l'œuvre, un nom surprend toujours, celui de Jacopo Robusti, dit le Tintoret. Pourquoi donc le Tintoret ? Cherchant le dénominateur commun de tous les artistes et écrivains dont Sartre a étudié l'œuvre. Tous se sont exprimés à travers leurs œuvres contre les courants et les styles de leur temps, pour les dépasser. Et c'est encore une expression issue de la philosophie de Sartre. Quelques-uns avaient des problèmes comme Flaubert avec ses chutes et les accès de sa maladie, comme Genet avec cette malédiction « tuer un voleur », ou Mallarmé qui était si malheureux comme professeur d'anglais. Et il y a aussi le Tintoret, apprenti, rapidement mis à la porte par les Titien, mais qui persévérait. Cette histoire n'est sans doute pas vraie, mais tout le monde la cite et la récite. Sartre se rend à Venise en 1934. Il retourne au mois d'octobre 1951, après avoir terminé Saint-Genès. Apparemment, il voulait écrire une étude sur l'Italie, mais ses notes restent inachevées. Il les abandonne et retourne en 1952 à la politique. Sur la première page de son carnet, il note « La regina Albemarla ou il ultimo turisto ». On devrait dire touriste. Hein? Étrange, ce titre n'est pas clair. Pourquoi évoquer le duc d'Albemarle ? Il entame une visite à travers la ville des lagunes. Après sa première nuit vénitienne, écrit-il, l'animal touristique se réveille amphibie. Il constate en même temps qu'il a eu à pousser de nageoires et il retrouve l'usage de ses pieds. Ce matin, je vais au hasard, suivant des calis, traversant des ponts, débouchant sur des campis. M'égarant, tombant dans un cul-de-sac, revenant sur mes pas, repassant par les mêmes calis et les mêmes campis sans trop m'en aviser. Aucune importance, Venise est partout Venise. Attention, si vous lisez le portrait de Sartre qu'il fait de cette ville, vous risquez de très bientôt vous rendre vous-même à Venise. En se promenant à Venise, Sartre découvre l'étoile du Tintoret. Comme si le Seine formait une unité avec la ville. Il écrit « Le campo, où je viens d'accéder, n'est parcouru d'aucune trajectoire, droite ou courbe, traversé d'aucun vecteur. C'est un lieu vague et classique, comme l'atrium des tragédies. On peut y loger l'enlèvement de la dépouille de Saint-Marc, avec éclairs, tonnerre et fuite d'infidèles terrorisés. Si le texte de Sartre sur le Tintoret traite chacun d'aspects particuliers des tableaux du peintre, il n'en donne pas moins une bonne idée de l'étude d'ensemble que Sartre aurait pu écrire, l'approche qui aurait été retenue et les conclusions qui auraient été les siennes. En 1991, sa fille adoptive Arlette Elkaïm Sartre a édité des fragments inconnus jusqu'à cette date sous le titre « La reine Albemarle » ou « Le dernier touriste », parmi lesquels se trouvent des passages sur ses visites à l'Accademia, à la Scuola di San Rocco et des analyses des tableaux du Tintoret et ses remarques sur les rapports de ce dernier avec Titien. Mais déjà, en 1957, les temps modernes ont publié Le séquestré de Venise, repris plus tard dans Situation 4, et le sujet est le rapport du peintre à sa ville, qu'il n'a jamais peinte,
qui n'a jamais quitté, sauf pour un bref voyage à Mantoue. Nous y lisons une analyse du tableau Les miracles de l'esclave, également appelé Saint Marc sauvant l'esclave, qui date de 1548, et une analyse de ses méthodes commerciales. Le Tintoret offre ses tableaux moins chers que ses concurrents, et s'il n'achète toujours pas, il les donne pour s'assurer des commandes suivantes. Sartre résume les activités du peintre, sa manière d'insister et de vendre à tout prix, avec le mot suivant, sans oublier que le peintre vend aussi sa conception du monde. L'artiste, écrit Sartre, c'est l'ouvrier suprême. Il s'épuise et fatigue la matière pour produire et pour vendre des visions. Son comportement peu sportif est cité par Erasmus Wedding dans sa contribution « Les stratégies du jeune Tintoret » au catalogue de cette exposition qui a été édité par Roland Krüschel et par Cécile Maisonneuve, ici à Paris. Sartre estime que le Tintoret n'aurait pas travaillé auprès des autres artistes. Il estime que sa fureur de peindre aurait été pour lui un moyen de se soustraire à eux, nombreux qui le critiquaient. Il dit « Ses clients subissent l'attraction de ses prix de liquidation judiciaire. Partis pour lui commander un médaillon, ils finissaient par lui livrer tous les parois de leur maison. » Des recherches récentes montrent qu'il a bel et bien collaboré avec d'autres peintres, notamment et surtout avec Giovanni Galizzi, 1543 à 1565, comme on a pu l'établir au cours des préparations pour cette exposition. Roland Krüschel explique dans sa contribution au catalogue, sous le titre « Qui est le jeune Tintoret ?», les critères d'attribution qui ont permis de surprenantes découvertes. Le lavement des pieds, autour de 1539, aujourd'hui au musée de Grenoble, est attribué maintenant au Tintoret. Un fragment de Sartre qui appartient, selon ses éditeurs, au texte « Le séquestré de Venise » figure en 2005 sous le titre « Les vieillards mystifiés » dans le catalogue de l'exposition organisée par la Bibliothèque nationale de France à l'occasion du centenaire de Sartre. Il y décrit l'autoportrait de 1588, aujourd'hui au Louvre, et le compare avec le tableau de Londres qui ressemble à celui montré ici à Paris qui vient de Philadelphie. C'est celui qu'on montre ici dans l'exposition. On peut voir à Londres un jeune homme grave et vif, insolent, mal à l'aise, aux grands yeux, qui se retourne prestement vers les visiteurs et les prévient de justesse à l'instant qu'ils vont le surprendre, écrit Sartre. Il nous demande de cacher ses yeux. Vous trouverez une admirable insignifiance, des joues creuses, un nez fort et gros du bout, une moustache qui fait la moue à la place d'une bouche invisible. Maintenant vous ôtez la cache, il est stupéfait, écrit Sartre. Ce qu'on lit dans ses yeux, c'est une vieille stupeur éreintée, figée comme sa vie, durcie comme ses artères. Peut-être a-t-il vécu autrefois une passion, il a subi à présent comme une maladie mortelle. Sur ce tableau de 1588, qui porte la mention Ipsios F sur l'épaule gauche, le monsieur peint s'adresse directement à nous. Il n'a plus de projet, ses adversaires ont disparu, il ne reste que sa gloire. Sartre n'en doute pas, le maître est désespéré. Les deux soleils noirs n'attendent plus une réponse. Or, le Tintoret a gardé son regard, il cherche à se faire objet jusqu'à dans sa conscience de soi. Son autorité ne souffre aucune contradiction, on l'a laissé toujours seul. C'est l'amertume de la victoire, ajoute Sartre, qui observe ce portrait avec admiration, respect et compréhension. Après tout, il en va ici de la responsabilité de l'artiste pour son œuvre, que Sartre a expliqué d'ailleurs sous le titre « Écrire pour son époque ». Ces pages, écrites en 1946, devaient initialement figurer dans « Qu'est-ce que la littérature ?» et l'artiste, dit-il, doit veiller à ce que son œuvre soit, je cite, « une arme dans la lutte que les hommes mènent contre le mal ».
L'art survit à la mort, c'est là pour lui le dernier reste de l'immortalité chrétienne. L'œuvre d'art est un absolu, en ce sens qu'elle appartient à l'époque dont elle est issue. En écrivant pour son époque, l'écrivain tente de la dépasser, même s'il est loin de pouvoir influer sur l'avenir. Je cite, « C'est le choix qu'il aura fait lui-même de la cause temporelle qui le dépasse. » C'est aussi définir la qualité esthétique d'une œuvre littéraire de son époque, et cela vaut aussi pour l'art, en fonction de la manière dont elle se présente aux générations futures. Je cite, « C'est cette mesure-là que nous proposons à l'écrivain, et donc aussi à l'artiste. Tant que ces livres ou ces œuvres provoqueront la colère, la gêne, la honte, la haine, l'amour, même s'il n'est plus qu'une ombre, il vivra. » En décrivant et en interprétant les tableaux, Sartre suit une méthode qu'il appelle progressive-régressive, qui attribue d'ailleurs aussi une structure et même un plan à son longue étude sur Flaubert, 2801 pages. Partant du projet et du choix de l'individu, Sartre va à l'œuvre, et non pas pour l'expliquer par la biographie, mais pour mesurer si l'artiste a tenu ses promesses. L'analyse de l'œuvre révèle de nouveaux détails, qu'elle ajoute au jugement, aux prises de position, comme au caractère de l'artiste. Ainsi, le projet d'artiste en ressort plus nettement et qui est à examiner avec la prochaine étape de l'analyse. Le but de l'analyse est de connaître le rapport de l'artiste à son œuvre. Comment a-t-il profité de ses facultés pour s'imposer? A-t-il dépassé ses modèles? A-t-il profité suffisamment de toutes ses libertés? A-t-il tenu compte de sa responsabilité? Les réponses à ces questions permettent de juger la qualité esthétique du tableau. Le projet, le choix, la liberté, dépasser une situation, la responsabilité, voilà les notions clés de la philosophie de Sartre qu'il utilise en menant ses recherches esthétiques, et il les illustre, les examine et les développe. En ce sens, ces travaux esthétiques ne sont en aucun cas des études d'occasion, ils font partie intégrante et même centrale de toute son œuvre. Au centre de ces notions, il y a le projet de l'homme et sa motivation continuelle à dépasser sa situation actuelle. C'est l'une des raisons pour lesquelles Sartre reconnaît une autonomie et un poids propre à l'œuvre d'art et évite de l'interpréter après la biographie de son auteur. Sinon, ce serait cet auteur qui suggérerait l'interprétation de son œuvre. Sartre s'intéresse à ce que l'artiste a fait de sa vie, à la manière dont il a dépassé sa situation. Sur André Gortz, Sartre écrit dans son introduction Le Traître, je cite, « Vous tenez dans vos mains cet objet surprenant, un ouvrage en train de créer son auteur. » Ainsi réaffirme-t-il l'exigence déjà posée dans Question de méthode, que l'œuvre dépasse son auteur et que l'interprétation en tienne compte. En 1961, Sartre écrit un long texte sous le titre « Saint-Marc et son double ». Cette partie la plus longue de ses études sur le Tintoret a été publiée par Michel Sicard en 1982 dans la revue Oblique. Ces 32 pages, Sartre analyse plusieurs tableaux du peintre et les compare entre eux. Avec ces analyses, il souhaite trouver les éléments pour son esthétique. Ce texte commence avec l'interprétation du tableau Saint-Marc, sauvant l'esclave. En 1548, le Tintoret a 30 ans. La tâche, la Scuola di San Marco commande un tableau qui honore le miracle accompli par son patron. Contre la volonté de son maître, un esclave s'est rendu en pèlerinage sur le tombeau de Saint-Marc à Venise. Un châtiment l'attend à son retour et un supplice que Saint-Marc empêche. Le Tintoret accepte la commande, il peint Saint-Marc sauvant l'esclave et produit un monstre scandaleux. Il provoque la fureur de la fraternité, au moins. Sartre suit à la lettre ce qu'on écrit et ce qu'on répète sur le Tintoret. Face à face, unis et séparés par un même malaise, Venise et son peintre se regardent et ne se comprennent plus. Il y a vraiment eu un scandale, et la fraternité refusait de tenir sa promesse d'accepter le Tintoret dans ses rangs.
D'abord, il doit rapporter le tableau chez lui, mais un peu plus tard, on accroche le tableau au mur de la Scuola di San Marco. Il y reste jusqu'en 1797 et rentre en 1915 de France. Aujourd'hui, il se trouve à l'Accademia de Venise. Le sujet. L'esclave se défend contre les tentatives de l'éborgner et de mutiler ses jambes. À peu près 25 à 30 personnes assistent à cette scène. L'esclave est nu, son bourreau porte un tuban et Saint-Marc vole littéralement à son secours. Le Tintoret se met au travail. Les badauds n'ont rien compris. Ils regardent l'esclave. Le cadi assis sur son trône observe la scène, tandis que Saint-Marc tombe du ciel. L'index de Saint est au milieu du tableau. Poids et contrepoids, du demi-cercle du turban à gauche en passant par l'auteuil de Saint jusqu'à la tête du cadi, constituent la structure du tableau. Le bourreau montre le marteau au cadi, qui s'est cassé miraculeusement comme la hache. Le cadi se penche en avant et voit encore moins ce qui se passe autour de lui, au-dessus de lui. Quand le visiteur complète le demi-cercle autour de l'esclave, il remarque plus tard le saint que le bourreau n'a pas encore vu. Le Tintoret accomplit le contraire de ce que fait le Titien, observe Sartre. Nos membres inférieurs ne doivent jamais être placés au-dessus de membres supérieurs, même si une personne est tirée vers le bas. Seul le tronc doit être visible. Ces règles valent aussi pour l'esclave. Lui et le saint sont représentés plus courts que les autres comme raccourcis, ce qui souligne encore plus la chute du saint. Les commanditaires n'ont peut-être pas précisé comment le saint doit offrir son aide, et le peintre profite de cette imprécision pour transgresser les règles. Remarquez bien, un saint ne tombe jamais. Il plane tout au moins, mais jamais avec les pieds en haut. En plus, celui-ci se lance avec les pieds du cadre. Il est vrai que l'on représente un miracle, mais c'est un non-croyant qui tend les bras vers le haut. Normalement, les puissants comme les saints ou les doges font travailler les autres pour eux. Mais ici, c'est le protecteur de la ville qui arrive en personne et en chute libre, ce qui souligne son manteau flottant. D'où vient la lumière ? L'omoplate du soldat au-dessous du cadi trahit la source de la lumière qui vient contre toutes les habitudes en avant de la droite. C'est l'occasion pour Sartre de rappeler les figurines et les chandelles dont le Tintoret s'était servi pour illuminer la scène. De cette manière, le peintre joue avec la lumière et l'ombre, ce qui renforce encore l'impression de la pesanteur. Le saint a fait déjà rompre le marteau avant son arrivée. Maintenant, il vole, pour ainsi dire, derrière son miracle. C'est la composition de la toile qui rend la dynamique de la scène. Et comme les tableaux de Tintoret font bouger nos yeux et nos muscles, le spectateur attend ce qui va se passer l'instant après. Comment Marc pourra-t-il arrêter son vol? S'écrasera-t-il? Comment atterrir sur ses pieds? Nous avons l'impression d'une vidéo subitement arrêtée et qu'on pourrait aussi rapidement remettre en marche. Le caractère dramatique de la scène est sans doute encore accentué par la présentation de différents stades de l'événement sur un même tableau. Les badauds attendent une séance de torture, mais les outils sont déjà cassés. Et le saint arrive avec la Bible comme le passeport divin sous le bras, post festum. Les différentes scènes qui présentent un déroulement d'un événement sont un signe caractéristique des tableaux de Tintoret. Sartre se demande si le tableau est réellement beau. Le Tintoret voulait présenter sa propre idée, il aurait échoué. Ses contemporains se sont laissés aveugler, ils estimaient que le Tintoret travaille comme sculpteur. Or, il n'a jamais travaillé le marbre, il y a seulement des expérimentations avec des figurines de cire dans son atelier. Aujourd'hui, un certain consensus règne parmi les spécialistes, le cabinet de figurines de Tintoret a probablement été surévalué. Sartre est formel. D'abord une esquisse suivie par le positionnement des figurines qui simule l'ordre des personnes sur le tableau, mais l'ordre inventé
avec les figurines n'est pas rendu sur le tableau. Le contraste entre les figurines et les personnes sur le tableau ne se laisse pas surmonter. Sartre estime que le Tintoret montre aussi à ses contemporains d'une manière radicale la servitude de la matière. Au fond, le Tintoret pense à la pesanteur. Comment la représenter sur un tableau? Plusieurs fois, Sartre l'a cité comme le signe caractéristique de la condition humaine sur le tableau du Tintoret. Quant à la représentation du surnaturel, Sartre la comprend comme une dénaturation de la nature et, après tout, comme un désastre pour le peintre. Le Tintoret veut peindre la matière, les figurines reçoivent en chutant, on tombe énormément sur le tableau de Tintoret, les figurines reçoivent en chutant une fonction plastique qui accentue la pesanteur. C'est le désordre comme l'absolu, le sujet à proprement parler du tableau et la passion du peintre. Et tout cela, Sartre croit pouvoir reconnaître sur ce tableau. Ici, nous devrions encore citer le tableau Salomon et la reine du sabbat, car la composition en ressemble au miracle de l'esclave. Encore un tableau qui montre une succession de scènes autour d'un même événement, c'est le péché originel peint autour de 1551. Qui se trouve à l'Académia. Il montre comment l'Ève offre la pomme à Adam et au fond, l'archange chasse les deux du paradis. Une petite image dans l'image qui raconte l'histoire. Il s'agit ici d'une des 5 représentations de la Genèse que Roland Krischel, l'un des auteurs du catalogue, qualifie comme une des meilleures présentations d'un acte dans toute la peinture vénitienne. Vous retrouvez le tableau aussi dans l'exposition. Sartre, dans la revue Oblique, cherche à expliquer comment le peintre guide le regard du spectateur avec la composition de personnes et avec tous les autres éléments sur le tableau pour créer la 3e dimension, et il reprend le thème de la pesanteur. Et les personnes qui tombent et qui chutent passent par un espace dont le peintre se sert pour créer la profondeur sur le tableau. La visitation à Bologna. La Vierge hors d'haleine se penche vers Sainte Anne qui, de son côté, se penche vers son hôte. Cette scène est un prototype et devient un modèle pour beaucoup d'autres tableaux de maître, explique Sartre, un modèle qui fait de la pesanteur un principe. Des éléments comme des colonnes ne suffisent pas pour annuler les mouvements esquissés, seulement les 2 femmes qui s'approchent l'une à l'autre gardent un équilibre précaire. Une révolution s'annonce, écrit Sartre. Ce serait la première fois dans l'histoire, environ entre 1540 et 1545, qu'un tableau s'arrête d'être une surface plate pour devenir un circuit imaginé par le peintre qui nous conduit à travers un espace imaginaire et qui révèle la profondeur de la scène. L'évanouissement d'Esther nous montre d'une manière semblable des personnes courbées qui tombent ou semblent tomber. En 1550, le miracle de Sainte Anne, à Venise, nous montre l'obstination du peintre qui présente Anne poussée par des personnes autour d'elle. Au-dessus d'elle, les anges planent et bloquent le regard vers le haut et donc le contact avec le ciel. Ce n'est rien pour les touristes qui souffrent de claustrophobie, explique Sartre. Des réflexions théoriques alternent avec l'analyse pratique. La peinture ne peut rendre que 2 dimensions. Toute autre solution serait toujours fausse. Sartre appelle cela le lieu géométrique de nos contradictions. Il faut être fou, dit-il, pour peindre, et tout aussi fou pour écrire un roman. La technique de la peinture ne pouvait pas résoudre ce problème, selon Sartre. La solution tient à la manière dont le peintre conduit le regard du spectateur. La question, comment peut-on faire des signes qui font d'une distance une sorte d'intuition? Sartre cherche à élucider ce problème. C'est sûr, c'est que le Tintoret dépasse l'héritage de ses prédécesseurs. Il donne une tâche à ses spectateurs, il les met au travail. Il agrandit la surface de ses tableaux pour produire un nouveau sentiment d'espace. Et les clients ne doivent pas chercher des formes, mais devraient sentir une force sauvage qui résiste à toute entreprise humaine. Et cet espace ne pourrait être découvert ou déchiffré que par une intuition pratique, dit Sartre.
Le Tintoret peindra donc comme notre praxis et l'impose à nous. L'amateur ne saisira jamais toutes les distances à la fois, mais le mouvement de son regard décèle les distances sur le tableau, comme le peintre est obligé de descendre de son échafaudage pour récupérer un pinceau tombé. Regarder un tableau, c'est vraiment du travail. Regardant ces tableaux, vous y découvrez souvent du cinéma, dès que vous observez les événements successifs sur le tableau. Bien sûr, il y a une contradiction entre les événements successifs et ceux qui ont lieu en même temps. Au peintre de dissoudre cette contradiction. En fait, il ne le fait pas. Tout à fait, ici, nous touchons au secret de cette toile. Le client doit déchiffrer le tableau comme une partition, explique Sartre. Et le peintre se sert de la mémoire visuelle de ses clients, qui anticipent plus ou moins involontairement le moment suivant en observant le tableau. Voilà les éléments qui servent au peintre de nous poser des tâches. Nous avons déjà évoqué la pesanteur, il y a encore la troisième dimension, et comme celle-ci devrait être établie ou parcourue par le regard du spectateur, censé reconstruire l'espace sur le tableau. Sartre nomme la troisième dimension le double tapis roulant. Le relief, tel que le permettra la stéréoscopie postérieure, étant encore inconnu à l'époque, le peintre était obligé d'inventer d'autres procédés pour arriver au but. Il ne reste que la transmission des sentiments imaginaires ou la pesanteur d'un corps en train de perdre l'équilibre. La présentation de Jésus au Temple, 1552, est parmi les tableaux que Sartre cite pour justifier sa thèse. Il approche de la présentation de Marie au temple dans Madonna dell'Orto, les rapports divers qui se nouent entre les personnes sur l'escalier et au pied de l'escalier expliquent comment l'œil produit la troisième dimension comme une illusion. Sartre, il veut montrer un petit escalier et il peint le Matterhorn. Cachez une partie de la photo, propose Sartre, et vous verrez un Titien dans ce tableau. La pesanteur, dit Sartre, est un parti pris quand elle se combine avec d'autres appareils pour restituer au spectateur la troisième dimension. Et il cite l'exemple de l'ascension dans la Scuola di San Rocco, tout en regrettant, c'est Sartre, que le savoir théologique lui fasse défaut. Mais il affirme que le tableau montre l'événement comme un ascenseur, les anges prouvent la pesanteur, soulignée par le mouvement demi-cercle du Christ. Et pourtant, l'ange exagère et critique Sartre, Dieu n'est pas si lourd. L'homme est incapable d'échapper à la matérialité, celui qu'on ne retient pas tombe. C'est le message du peintre qui confirme cette obsession. Dans le catalogue de cette exposition, la troisième dimension sur le tableau de Tintoret est appréciée à sa juste valeur, avec tout un chapitre dont l'introduction rappelle l'importance de la sculpture pour le Tintoret. Je cite, « Pour le Tintoret, la sculpture n'est pas un ingrédient formel ou du point de vue du contenu, mais le noyau même de son esthétique personnelle, comme tout aussi une partie intégrante de son atelier et de son enseignement artistique. » L'espace traversé par Saint-Marc rappelle un autre tableau réalisé une dizaine d'années auparavant, Jésus parmi les docteurs, Disputa, 1539, à Milan, fraîchement restauré, où le regard est également attiré vers la profondeur du tableau. Chaque fois quand je retrouve ce tableau, la dernière fois à Cologne, j'ai essayé de compter les livres à Cologne, j'avais trouvé 11 et ce matin, je pense que ce sont 13 livres imprimés. Regardez bien ce livre, bien ce tableau. Et maintenant, je pourrais vous montrer tous les livres, mais vous le voyez aussi même. Une toute petite réminiscence, au début où il ouvre les livres, ça me rappelle le passage dans le mot où Sartre dit « J'ai pris le dictionnaire de mon grand-père ». J'ai un peu nettoyé le doigt et je l'ai ouvert à la bonne page. Alors, regardez bien, c'est une fête de livres. Vous comptez au moins 11, 13 livres sur ce tableau. Et maintenant, d'aucuns lisent. Certains consultent un livre. D'autres travaillent avec les livres. D'autres les consultent et montrent des passages à quelqu'un d'autre. Et le Christ, on l'oublie presque au milieu. Roland Krischel souligne
aussi les deux tribunes symétriques qui attribuent au tableau une dimension auditive. Le massacre des innocents, Scuola di San Rocco 1585, est pour Sartre une occasion de montrer encore une fois la succession des événements. Tandis que les autres peintres présentent l'assassinat des enfants dans toute sa brutalité, les glaives et le sang manquent chez le Tintoret. Seuls les gestes et le mouvement des corps répandent l'angoisse et la terreur. Le débauché au premier plan prend son élan pour frapper, hésite, attend un moment tandis que l'effroi autour de lui s'amplifie. Sartre écrit « La vérité, c'est qu'il s'attarde à faire le grand bras. Il pose devant le peintre et se renverse en arrière pour marquer l'étendue de sa faute et nous assurer que Dieu voudra la punir rigoureusement. Il y a un soldat au premier plan et le peintre nous montre la panique des femmes. Robusti a interprété la scène de sa manière, mais il n'aurait pas traité le sujet. Sartre appelle cela un abus de confiance. Le peintre reconstruit en effet l'événement sur le tableau par 5 scènes, liées entre elles par des personnes singulières. Au premier plan, on soulève un enfant sur le mur, l'intention de le sauver est manifeste. Un peu plus au fond, une femme tombe du même mur, et ainsi elle établit un rapport vers un autre groupe exposé à une agitation terrible. Bernari a intitulé son introduction théâtrale Tintoretto, et cela correspond bien à la succession des événements sur le tableau du Tintoret. Des femmes éperdues, écrit Sartre, ici butent et basculent, le peintre les saisit au vol, il combine différentes positions et paraît nous projeter le ralenti d'un seul mouvement. Le spectateur doit faire l'inventeur des scènes et les recomposer pour que le tableau apparaisse. Sartre, l'itinéraire de Robusti nous mène à travers un jeu complexe de déception. Chaque présence indique la suivante et se fait disqualifier par elle. Le mouvement qui construit l'unité de scène et qui est reconstruit par le regard, par notre regard, provoque aussi notre réaction. Je cite, « Le regard ne fait rien d'autre que de prêter aux formes peintes un mouvement réel qui s'y enlise et qui l'oublie. Le lien des muscles et de l'œil est immédiat. Aucune illusion, on ne suggère rien de ce qui ne peut pas exister. Le Tintoret oblige le spectateur à bien examiner le tableau. On dirait que ces œuvres sont une école de vision. Pour relever les rapports sur le tableau. Il dépasse les œuvres de ses prédécesseurs en servant une tâche plus difficile à ses clients. Je cite, « L'idée du self-service ne vient pas de lui, mais il l'exploite. Et puisque les clients font le service en personne, il lui demande en outre de laver la vaisselle. » En 1966, la revue Arc publie l'étude Saint-Georges et le Dragon. Ce tableau est malheureusement pas ici à Paris. Le National Gallery l'a prêté seulement une seule fois à Cologne, que Sartre compare avec le tableau du même nom de Carpaccio. Celui-ci a peint le sien autour de 1505 et qui est aujourd'hui dans la chapelle de la Scuola di San Giorgio degli Schiavoni à Venise. Sartre insiste sur le moment successif que le Tintoret représente ensemble. Le dragon est déjà atteint mortellement et sa victime est toujours en fuite. Il montre une partie de la lance, l'autre partie est cachée, par le chevalier la tient parallèlement à son corps. Avec toute sa force, il veut atteindre le dragon. Le chevalier de Carpaccio, par contre, ne peut pas se servir de la même force car il tient la lance avec la main droite et la pousse sur le côté gauche du cou de son cheval. En plus, la scène qui donne son nom au tableau a lieu sur le tableau de Tintoret, à l'arrière-plan. Le spectateur la voit seulement s'il regarde le chemin parcouru par la victime au premier plan. L'aspect du saint et son cheval font oublier la lance prête à servir. Le cheval forme l'axe qui traverse le centre du tableau, reléguant de ce fait le dragon qui déclenche l'action de Saint-Georges à une place secondaire. Ce n'est qu'une apparence, écrit Sartre sans doute, mais elle est fort lisible et rien ne me paraît plus difficile pour un artiste que de nettoyer l'illusoire des fausses illusions. Le peintre doit abandonner des éléments car ils empêchent le mouvement ou parce qu'ils ne provoquent pas chez le spectateur l'illusion que le peintre avait dans l'esprit.
Aucune image n'est certes apte à donner au spectateur une vue parfaitement fidèle de ce que le peintre avait à l'esprit, mais le peintre doit trouver l'arrangement qui rend mieux l'idée. Aux remarques de Sartre sur la troisième dimension et la pesanteur s'ajoute une analyse de l'espace qui rejoint les analyses contemporaines des historiens de l'art. Regardons comment le Tintoret représente l'espace. La montée au calvaire. Ce tableau montre le Christ après un tournant du chemin, courbé, montant, et Sartre explique dans le fragment paru dans la Reine Albemarle que pour le Tintoret, un tableau est toujours un problème, source de son inquiétude. Et je cite, « Son problème, c'est comment mettre tout l'homme dans un tableau. C'est un problème moderne. » Sartre rappelle, « L'espace est à la fois un ordre conceptuel et une disposition spatiale. Donc, il n'y a pas à vrai dire de l'espace car les figures au premier plan attirent toute l'attention. Mais dès qu'une figure au fond est importante, l'espace se crée. » Sartre écrit, « L'effort de Tintoret est pour donner 3 dimensions au tableau, donc pour restituer à l'espace son absurdité. Il replonge l'homme dans un milieu hostile et absurde, comme dirait Camus. » Il n'y a pas seulement l'espace, il y a aussi la passion. Et étonnement, terreur, démesure, angoisse, folie, voilà les états de l'homme du Tintoret. Et pour cela, Sartre l'appelle un metteur en scène moderne. Dans le fragment de la Reine Albemarle ou le dernier touriste, Sartre cite aussi la crucifixion de la Scuola di San Rocco. Au centre, la croix avec Jésus. À côté de la composition classique en demi-cercle, on reconnaît aussi une dimension temporelle, la corde tendue par l'homme. La corde tendue et l'homme qui la tire assurent la troisième dimension. Tous les éléments du tableau visent à mettre le Christ en avant. Ici, selon Sartre, les dimensions n'auraient que la qualité des objets, mais les objets existent pour suggérer les dimensions. Sartre apprécie la composition, tout serait très humain. Pas d'attente mystique de la résurrection, ni signe d'une défaite accablante. On vivra sans lui. Mais que cherche réellement le Tintoret? Avec cette présentation de l'espace digne d'un film au cinéma, il remplacerait le manque d'un sentiment. Qu'en est-il de ces études de Sartre au regard de celles des historiens de l'art? Sartre, montrant des successions d'événements sur une toile, fait indirectement référence à la manière dont les historiens de l'art en tiennent compte. Roland Krüschel, dans son article cité tout à l'heure, rappelle l'obsession du jeune Tintoret, créer un espace pour des personnes. Il mentionne expressément les éléments qui constituent la perspective et servent au peintre pour créer et les coulisses architecturales et l'influence de la lumière, testées par le peintre sur l'emplacement définitif des tableaux. La composition dépend aussi de l'angle du regard des spectateurs. On pourrait croire que Sartre se réfère un peu plus aux analyses qu'il avait produites dans l'imaginaire en 1938 qu'aux conclusions des spécialistes. Le peintre peut prendre une influence sur l'imagination du spectateur à l'aide d'un analogone qui, lui, permet au spectateur de s'imaginer l'idée du peintre. L'analogone ouvre le passage vers l'irréel. Je cite, « En fait, le peintre n'a point réalisé son image mentale, il a simplement constitué un analogone matériel tel que chacun puisse saisir cette image si seulement on considère l'analogone. » Ici, nous entrons dans la philosophie de Sartre. Il y a, chez Sartre, un privilège de la matière inerte, écrit Michel Sicard. Cette inertie de la matière hante le Sartre de l'imaginaire. Il ne cesse d'y répéter que l'analogone est matériel, comme la politique. L'image est une conscience, écrit-il dans l'imaginaire. Et il explique, l'être dans le monde est la condition nécessaire de l'imagination. N'allons pas plus loin, ces remarques suffisent pour montrer que l'esthétique ouvre aussi une porte à la philosophie de Sartre. Les études de Sartre sur le Tintoret se lisent comme un mode d'emploi pour comprendre ses toiles. En ce sens, ces études sur les artistes se présentent pour nous comme une école de vision. Regardons
la conversion de Saulus, ici aussi présent dans l'exposition, le Tintoret a-t-il encore une fois peint en négligeant le sujet du tableau? Les observations détaillées de Sartre nous aident à déchiffrer la toile. Comparons cette toile avec le tableau de Michel-Ange dans la Cappella Paolina à Rome. Un regard suffit, pas de discussion, le sujet est bien peint. Le Tintoret doit montrer une conversion. Non, il nous montre une pièce de théâtre dramatique qui résonne si fort dans le silence d'une salle de musée que le tambour à gauche en bas a déjà sauté. Ici. Non, voilà, déjà sauté. Saoul, pourquoi tu me persécutes-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Cela résonne à travers tous les cadres, écrit Roland Krischl dans le catalogue. La toile devient la membrane et il souligne la disposition centrifuge des personnes. Encore un détail. Venons aux questions fondamentales soulevées par les études de Sartre. Comment le progrès se réalise dans l'art? Qui en a l'initiative? Quelle est l'influence d'un artiste? Comment développe-t-il quelque chose de neuf? Comment défend-il son indépendance? Le Tintoret travaille contre les opinions préconçues de ses contemporains et c'est aussi la cause de son succès. Pour le réaliser, il profite avant tout de sa liberté. Pour juger la portée et la signification de son œuvre aux yeux des Vénitiens, il suffit de regarder au-dessus du trône de Doge. Vous verrez le paradis avec ses 7 mètres sur 22. Le tableau y est aussi accroché comme un avertissement qui rappelle l'indépendance nécessaire des artistes. Robusti n'aurait pas pu mieux démontrer qu'il a réussi à s'imposer au centre du pouvoir. Or, Sartre est sceptique. Le paradis peint trop vite, visage insignifiant, expression conventionnelle. Les visages des adorateurs dans le demi-cercle apparaissent comme une humanité heureuse, et la question de Sartre résume très bien l'interprétation de cette toile. Quoi de mieux pour le 8100 membres du Grand Conseil? Le tableau montre le système complexe de la ville, le Doge, Christ dans sa gloire avec la dogeresse, la Vierge, très femme du Principat, respectueuse, mais elle aussi avec une familiarité digne. On ne peut pas échapper à ces cercles et par rapport au Christ, le grand nombre des individus ne compte pour rien. Le Tintoret ne peut peindre les êtres divins que s'il leur soumet les hommes au-dessus de l'humain. Et je cite par contraste dans les êtres divins la pure humanité. Bien sûr, chaque portrait d'artiste de Sartre contient aussi un portrait de lui-même. Toutes ces études du domaine de l'esthétique s'interrogent sur la portée et les fruits ou les effets des activités créatrices des artistes et des intellectuels. Comment les peintres ont-ils réussi à inciter leurs clients à s'occuper de l'art? Quelle tâche l'artiste assigne-t-il aux spectateurs? C'est dans ce sens que les études de portraits de Sartre contiennent aussi une réflexion sur la portée de ses propres œuvres. Dans une interview avec Michel Sicard, Sartre établit une relation entre sa conception de la liberté de l'homme et son dessein de formuler une esthétique. Je cite, « Le peintre ou l'écrivain, comme entièrement à la base de l'œuvre d'art, se met à exister comme une intention originelle de sa liberté. Et c'est sur ce plan que j'aurais montré dans mon esthétique comment la liberté humaine est la seule possibilité de peindre ou d'écrire. » La première phrase de sa préface aux 22 dessins sur le thème du désir d'André Masson, « L'artiste est un suspect », résume la position de l'artiste qui, pour Sartre, est aussi celui de l'intellectuel. Tout ce qu'il produit peut être retenu contre lui. Cela vaut aussi pour le Tintoret, qui, comme un intellectuel du XVIe siècle, se mêle de tout, ne se lie avec personne, est indépendant, haï et pourtant réussit à créer quelque chose de réellement neuf pour son époque. Sartre a choisi le Tintoret car celui-ci entre d'une manière quasiment parfaite dans la lignée des artistes dont il a analysé les œuvres. Les études de portraits écrites par Sartre comportent toutes, sans exception, un dénominateur commun.
À l'égard des artistes, Sartre voulait examiner les défis que les artistes lancent à leurs spectateurs. Les artistes ont créé quelque chose de neuf pour leur époque et leurs contemporains devaient accepter leur propre responsabilité face à l'art. Or, la lecture de ces études révèle une continuité surprenante dans l'œuvre de Sartre, qui est bien supérieure au volte-face qu'on lui a souvent reproché, que ses adversaires lui ont si souvent rappelé. Les études de Sartre sur le Tintoret rassemblent tous les éléments qui auraient constitué son esthétique. Le mode d'emploi, c'est-à-dire les explications de la manière dont la composition entraîne le regard, révèle comme l'artiste demande la participation du spectateur et lui demande de la dépasser par l'œuvre. Il réussit, sa valeur esthétique est d'autant plus grande. L'œuvre tombe comme un bloc de futur dans sa vie, écrit Sartre dans sa préface pour René Leibowitz. On a trop réduit l'œuvre de Sartre à ses aspects politiques, ses ruptures, ses tournants. Ses écrits sur l'art permettent de reconnaître une structure précise de son œuvre entière. L'esthétique, avec ses rapports à sa philosophie comme à la littérature, occupe un rang éminent dans son œuvre, comme fondement et illustration à la fois de son œuvre, ce qui fait que l'esthétique est la question centrale de toute son œuvre complète. L'œuvre de Sartre fonde la liberté de l'artiste et de l'intellectuel tout en rappelant à tout instant leur indépendance. Son œuvre appartient à aucune doctrine spécifique. Pour Sartre, la liberté est la condition absolue de tout art. Je vous remercie.